Bonjour Isabelle Huot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente du directoire et directrice générale d'EM Lyon Business School. Depuis le mois de septembre, on arrive donc à la fin de votre première année scolaire. Avant ce retour à Lyon, votre ville de naissance, et un retour à cette EM Lyon où vous avez étudié, parce que vous avez été diplômé de cette école en 1990, c'était alors l'ESC Lyon. Auparavant, vous étiez à la tête de l'université Paris-Dauphine, un poste que vous avez occupé pendant 4 ans. Le courage est-il une vertu nécessaire pour les postes de direction d'un établissement universitaire ou d'une grande école comme l'EM Lyon ? Écoutez, le courage, je pense qu'il en faut dans beaucoup de fonctions, beaucoup de postes, beaucoup de secteurs. Il y a aussi une banalité du courage pour chacun d'entre nous, mais bon, il est vrai que ce type de poste requiert des doses de courage. J'aime bien cette phrase d'Aristote qui dit le courage, c'est un juste milieu entre l'audace et la peur. Donc oui, il faut de l'audace, du dynamisme, de l'énergie, du volontarisme. Et puis il faut aussi beaucoup d'humilité, du doute, de la réflexivité, de la prudence, et puis un peu de sens politique aussi, au bon sens du terme. Et donc le courage, il s'acquiert aussi, je crois, dans le collectif. C'est-à-dire que le collectif donne de l'énergie pour acquérir du courage. Je crois qu'on est courageux aussi ensemble pour affronter les désaccords, les conflits qui peuvent se présenter indubitablement dans le quotidien de la vie d'un directeur d'établissement, pour lever les désaccords aussi quand ils se présentent. Donc oui, mais on pourrait faire une réponse similaire pour beaucoup d'autres fonctions quotidiennes, aussi ordinaires. Le thème de ces entretiens de Valpré, c'est « Le courage, ça s'attrape ?» point d'interrogation. Vous êtes un institut de formation. Est-ce que le courage peut s'apprendre ? Est-ce que le courage peut s'enseigner ? L'école repose sur quelques valeurs qu'on a plus précisément explicitées dans le dernier plan stratégique qu'on a présenté, Confluence 2025, des valeurs d'exigence, des valeurs d'intégrité, de solidarité aussi, de diversité, qui toutes, je crois, requièrent du courage. Alors c'est vrai que dans le projet éducatif de EM Lyon, on essaye d'enseigner le courage sans le formuler ainsi, sans doute, mais c'est une pédagogie qui suscite beaucoup l'engagement des étudiants dans l'action, dans l'expérimentation. C'est une vie associative très dense, dans laquelle les étudiants sont moteurs, et qui nécessite aussi des qualités de courage pour affronter l'inconnu, pour avoir des projets innovants. C'est une pédagogie aussi c'est traditionnellement un marqueur fort de l'école, qui insiste beaucoup sur la logique entrepreneuriale. Tous ne seront pas des créateurs d'entreprises, mais tous et toutes, on le veut, seront entreprenants. Et donc cela requiert aussi certaines qualités de courage, affronter le risque. Mais comme je le disais tout à l'heure, toujours avec beaucoup de réflexivité, de distanciation critique. Donc tous ces éléments sont présents dans la pédagogie de l'école, en privilégiant aussi des valeurs d'ouverture, c'est-à-dire aller dans le monde, vers le monde, à l'international aussi, pour découvrir d'autres cultures. Donc oui, je crois qu'on essaye de l'enseigner sans l'expliciter exactement ainsi, mais en tout cas, ce sont des vertus que l'on souhaite cultiver chez nos étudiantes et nos étudiants. Vous les suscitez, on va dire ça comme ça. À la rentrée de septembre, dans quelques mois maintenant, un cours obligatoire sur les enjeux climatiques sera mis en place à EM Lyon. Ça s'appellera « Agir pour le climat ». Est-ce que cette décision est une forme de courage, selon vous ? Je ne sais pas si aujourd'hui on peut dire cela. Il y a encore 2-3 ans, à Dauphine, j'avais suscité ce cours obligatoire qui va être mis en place, là aussi, qui a été mis en place à cette rentrée. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un tel mouvement de fond dans la société, une telle tendance de fond, et les étudiants le réclament tellement que c'est presque naturel, c'est presque évident d'instaurer un cours obligatoire. Simplement, aujourd'hui, seulement 15% des établissements d'enseignement supérieur ont inscrit dans leur cursus obligatoire un cours de ce type-là. Je pense que la tendance va se confirmer. Et qu'en tout cas, il y a des mouvements étudiants comme le mouvement pour un réveil écologique qui nous incitent à le faire. Et c'est aussi un peu grâce à eux qu'on le fait. Je voudrais dire que la question d'affronter, de se confronter, de traiter les enjeux écologiques et climatiques et de traiter de la justice socio-climatique ne se cantonne pas à un seul cours. Elle doit infuser tout le projet pédagogique de l'école. Et ce que nous tentons de faire dès la rentrée, en incluant, en revisitant tous nos cours à l'aune des 17 objectifs du développement durable de l'ONU. C'est-à-dire en indiquant qu'un cours de finance demain à l'école ne pourra pas avoir lieu si on n'aborde pas les questions de finance verte ou de finance durable. Le cours de marketing ne pourra pas se tenir si on n'aborde pas la question de la consommation responsable ou de l'obsolescence programmée. Bref, il y a une vision systémique et non fragmentée de ces enjeux-là. Alors oui, il y a un cours obligatoire, mais il y a aussi toute l'offre éducative, toute l'offre de formation
de l'école qui doit traiter de ces enjeux sociaux et écologiques. Une fois par mois, Isabelle Huot, vous avez fait le choix de bloquer une demi-journée dans votre agenda pour rencontrer des étudiants. Alors actuellement, ça se fait en visioconférence. Bientôt, on l'espère, ce sera en présentiel. Mais pourquoi avez-vous choisi cette forme d'échange direct avec les étudiants qui souhaitent vous rencontrer ? Parce que j'en avais envie. Voilà, j'avais envie d'aller au contact des étudiants dans une année un peu spécifique, même si cette expérience va se pérenniser, je l'espère, dans une période un peu plus normalisée. J'avais envie de le faire parce que les étudiants ont connu une année difficile, que beaucoup d'entre eux ont connu soit une détresse un peu psychologique ou sociale, et qu'il m'apportait d'aller à leur rencontre directement, sans intermédiation, de connaître leurs projets, de savoir ce qui marche ou ce qui marche moins bien à l'école, d'avoir des témoignages aussi qui sont parfois émouvants sur leur itinéraire, des étudiants de l'école, du programme Grande École, qui viennent de lycées de zone d'éducation prioritaire, qui, grâce à des programmes égalité des chances de l'école, ont pu rejoindre notre belle maison. Voilà, avoir ces témoignages, recueillir des suggestions, avoir leur avis sur la stratégie, notre plan Confluence, tout cela m'importait, même si je ne peux pas tous les rencontrer, mais qu'en tout cas, oui, je réserve une demi-journée par mois à les voir, tout en, évidemment, quand il s'agit de problèmes opérationnels ou plus techniques, tout en renvoyant vers mes équipes, bien sûr. Les grandes écoles ne sont pas épargnées ces derniers mois par les affaires de sexisme, de racisme ou de harcèlement parfois sexuel. Est-ce qu'il faut du courage quand on occupe votre poste pour affronter ce genre de situation ? Je pense qu'il faut d'abord parler du courage des victimes, si vous voulez, plus que du courage de notre institution, parce que notre institution, c'est son devoir de traiter de ces sujets. En septembre 2020, à l'école, nous avons créé une cellule de veille contre les discriminations, le harcèlement sexuel, où les gens peuvent signaler des cas de harcèlement. Soit ils en sont des victimes, soit ils en sont témoins. Donc on traite ces sujets de manière très sérieuse. On traite ces sujets aussi par la dimension... au-delà de la sanction, quand elle doit tomber, elle tombe, par la dimension plus éducative. On a une vie associative, je le disais tout à l'heure, très dense, avec des collectifs autour de ces questions pour la promotion de la parité femmes-hommes, par exemple, à l'école, le collectif Olympe. On a une initiative qui a essaimé dans toute la France le dispositif, le hashtag Balance ton stage, pour mettre en évidence des phénomènes de harcèlement sexuel en entreprise, en particulier quand les étudiantes et les étudiants sont stagiaires. Bref, toutes ces initiatives viennent d'étudiants de l'EM Lyon et marquent un fort intérêt pour ces questions. Une question plus personnelle pour terminer, Isabelle Huot. Est-ce que vous avez le souvenir d'une situation que vous avez réussi à surmonter grâce à votre courage ? Je ne sais pas s'il s'agit d'une situation ou d'un moment de ma vie où j'ai basculé vers finalement une autre trajectoire professionnelle. C'est-à-dire que je suis une académique, une universitaire de formation. J'ai fait l'EM Lyon, mais ensuite j'ai rejoint une carrière académique plus classique en devenant professeur des universités. Et puis, au moment de ma vie, j'ai décidé avec l'appui d'autres et ensuite, parce que d'autres me soutenaient, d'occuper des fonctions managériales au sein des établissements d'enseignement supérieur. Ça a d'abord été le cas à Dauphine, c'est aujourd'hui le cas à EM Lyon, et c'est un vrai changement de trajectoire et d'identité professionnelle. Alors oui, un mélange d'audace et de peur, donc ça nous renvoie sans doute peut-être au mot d'Aristote que je formulais en introduction sur ce juste milieu, le courage entre peur et audace. Mais ça s'est fait assez naturellement ou vous avez dû, entre guillemets, vous faire violence pour faire ce basculement managérial ? Ça s'est fait progressivement, après avoir occupé au fur et à mesure quelques fonctions, de direction de laboratoire, puis la vice-présidence à l'Université Paris-Dauphine, mais en tout cas, c'était pas c'est plus une stratégie émergente, si vous voulez, qu'une véritable stratégie délibérée de ma part. Merci beaucoup, Isabelle Huot, d'avoir été à notre micro aujourd'hui. Merci à vous.